Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter un message personnel à Maggie, à laquelle j'ai posé un lapin hier, et j'espère qu'elle me pardonnera définitivement parce que ça pèse entre nous. Autre message, j'ai donc été accueillie hier et j'ai passé une soirée avec des membres de la CPTS. Et je dois dire que j'étais absolument impressionnée par l'engagement de chacun, par la ténacité, par l'alignement que j'ai pu observer. Et vraiment, pour moi, c'est un motif de joie. Alors, rapidement, donc, on vous l'a dit, je suis gynécologue accoucheuse. Et je suis en toute fin de carrière, en fait. Et pendant la plus grande partie de ma carrière, j'ai accompagné des femmes, des nouveau-nés, parfois des couples, puisque c'est l'essence même de mon métier. Bien sûr, ma spécialité a vécu des heures extraordinaires avec l'humanisation de la naissance, avec tous les progrès autour des cancers féminins, avec l'identification de l'endométriose, avec l'évolution absolument magique autour de la stérilité. Moi, quand j'ai commencé mes études, quand une femme avait les trompes bouchées, elle pouvait faire le deuil de sa maternité. Et puis, entre-temps, est arrivée la FIV, et puis pour les hommes infertiles, l'ICSI. Enfin bref, on n'a pas arrêté d'avancer. Et tout ça était tout à fait passionnant. En revanche, quelque chose qui n'avait jamais été traité dans nos études de médecine, et je ne suis pas certaine que ça soit radicalement différent aujourd'hui, c'est cette fameuse question de la violence. Et cette question-là, en fait, je l'ai apprise de mes patientes au fur et à mesure de mon expertise et de ma vieillesse. Et bien sûr, j'avais intitulé mon topo un sujet de santé publique, et c'est évidemment pas nous qui le disons. L'OMS a affirmé haut et fort que les violences étaient un sujet de santé publique depuis une quarantaine d'années. Et les Suisses, qui sont de très bons élèves, ont immédiatement relevé le défi et créé un département de la violence au CHU de Genève. Mais en France, rien. Ce qui fait que, accompagnant mes patientes, quand on est gynéco, on est un petit peu comme le généraliste ou le curé. On voit les gens ou le rabbin, peu importe, mais on voit les gens longtemps. Moi, il y a des femmes que je les ai accouchées, je leur ai enlevé l'utérus, j'ai soigné leur ménopause, j'ai accouché leur fille, j'ai aidé leur fille à avorter, etc. Et donc, il y a une intimité, en fait, dans ma spécialité qui est tout à fait passionnante. Et petit à petit, les femmes ont pu me raconter des choses qui, pour moi, étaient complètement invraisemblables et qui, pour moi, mais comme pour beaucoup de mes collègues, ne nous regardaient pas, en fait. C'était des questions sociales. Alors, une femme qui subissait des trucs, il fallait l'envoyer à l'assistante sociale et ce n'était pas du tout le boulot des docteurs. Mais quand on se penche sur cette question de la violence, on s'aperçoit qu'en fait, mais pas du tout. C'est d'abord et avant tout le boulot des docteurs. Et je vais vous prendre quelques exemples très précis de ma pratique pour illustrer mon propos. Je pense à une patiente qui était arrivée avec pratiquement une valise pleine d'examens complémentaires, de scanners, d'IRM, de fibroscopie, d'électro, tout ce que vous voulez, et qui me dit docteur, tout est normal, je voudrais un nouveau scanner. Elle avait mal au ventre. Et donc là, je commençais à être un tout petit peu plus éveillée. Je lui dis, mais pourquoi voulez-vous que je vous prescrive un nouveau scanner puisque tout est normal? Et j'ai une petite idée, je dis, comment ça va à la maison? Et là, elle s'effondre et elle me raconte 30 ans de violence conjugale extrême, séquestration, mutilation, tout ce que vous voulez. Et heureusement, on venait d'ouvrir la maison des femmes et je lui dis, je crois qu'on ne va pas faire un scanner, mais par contre, vous allez prendre un rendez-vous là-bas. Et je l'ai revue 6 mois après. Évidemment, les choses commençaient fortement à bouger pour elle et c'était extrêmement plaisant. Autre expérience toute bête, je prends en charge une jeune femme enceinte et dès la première consultation, elle me dit « je veux une césarienne ». Alors c'était il y a 20 ans. Faire des césariennes était pas bien considéré. Et je lui dis « non, on ne va pas faire une césarienne, tout va bien, vous êtes assez grande, vous avez un beau bassin, un petit bébé, pas de problème ». Et chaque fois que je la revoyais, elle revenait avec sa césarienne, avec sa césarienne. À la fin, je dis « mais pourquoi ?» Question que j'aurais dû poser le premier jour. « Pourquoi vous êtes autant attachée à avoir une césarienne ?» Et elle me dit « c'est très simple, docteur. Mon père m'a violée toute mon enfance et rien de bon ne peut sortir de là. » Première leçon.
Eh bien, je fais une césarienne, évidemment. Et dernier petit exemple, mais c'est des exemples que je cite régulièrement, mais parce que moi, ils m'ont vraiment, vraiment marqué. Un jeune couple que je vois pour infertilité. Et donc, je fais tous les examens, tout est normal, je suis très contente. Et je leur donne les résultats. Et puis, je m'aperçois que j'ai oublié de poser une question. Alors, c'est peut-être pas par hasard que j'ai oublié. En général, quand on s'occupe d'infertilité, on demande aux gens, bah, vous avez des rapports, combien, comment. Et là, j'avais pas du tout abordé le sujet. Donc, je dis, il me manque une question. Et je demande, à quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels? Et là, le monsieur blêmi se décompose et me dit, on n'en a pas. J'ai subi l'inceste, ma femme aussi, il nous est impossible d'avoir des rapports sexuels. Deuxième leçon. Et évidemment, j'ai fait une insémination, elle a été enceinte, etc. Mais tout ça pour vous dire que, d'abord, quand on pose la question, on a des tonnes de réponses. Il m'arrive de poser la question à des vieilles dames de 80 ans qui s'effondrent en larmes et qui me parlent du jardinier qui les tripotait, pratiquement sous l'œil de leurs parents. Et elles n'ont jamais parlé de ça. Et quand on revoit les gens, même quand il n'y a pas eu de justice et de plainte, très souvent le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir été entendu, cru, écouté, fait que ces personnes se sentent infiniment mieux et nous, on a l'impression d'avoir servi à quelque chose. Alors, en fait, tout ça, c'est quelque chose que j'ai accumulé. Et dans ma carrière, j'ai été responsable de plusieurs maternités. La dernière, c'est Saint-Denis. On me demande toujours pourquoi tu as fait ça à Saint-Denis, c'est parce qu'il y a des pauvres et des migrants. Non, c'est parce que j'étais à Saint-Denis. Et là, je suis responsable de la maternité. On fait plein de trucs géniaux. On crée un centre de FIV, un centre de cancer du sein, etc. Et je me dis, il n'y a rien pour la violence. Et évidemment, la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas le Jura, c'est une terre de migration. Il y a énormément de populations d'Afrique subsaharienne et il y a énormément de migrants et de pauvres. Alors, bien sûr, les migrants et les pauvres ne sont pas les seules victimes de violences. La société tout entière l'est. Nous avons commis un article avec l'avocat général de Paris qui s'intitule « Non, la violence n'est pas moins pénible au soleil », publié dans Le Monde, parce que les catégories socio-professionnelles très aisées vivent aussi de la violence, ont des féminicides, de l'inceste et tout ce qu'il faut. Mais il ne faut pas oublier qu'être pauvre, être migrant, aggrave les choses parce que c'est sacrément compliqué de sortir de la violence. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile et qui fasse sens? En médecine, on a beaucoup inventé des parcours de soins. Parcours, je vous disais, stérilité, parcours cancéro, parcours obésité. Si par exemple vous êtes obèse et que vous voulez bénéficier d'une chirurgie bariatrique, ben vous avez des étapes, des psychologues, etc., une réunion de concertation pluriprofessionnelle, on vous opère ou pas, c'est un parcours. Et je me suis dit, ben, en fait, on va inventer un parcours violence. Et c'est vraiment juste une intuition. J'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait d'évaluation socio-économique, ou je ne suis pas allée chercher tous les chiffres de la préfecture, mais je savais, ne serait-ce que par mes patientes, que ça servirait sans doute à quelque chose. Donc, problème de santé publique, oui, parce qu'il concerne tout le monde, oui, parce que c'est un cercle vicieux. Dans les familles où il y a de la violence, on sait qu'on va reproduire des agressés et des agresseurs, et que si on veut casser ça, il va falloir se prendre le sujet à bras-le-corps, s'occuper des victimes, mais aussi s'occuper des auteurs. Parce que si on ne s'occupe pas des auteurs, on ne fait pas de prévention. On les met en prison, ils ressortent bien plus énervés, prêts à recommencer, voire à tuer. Donc il faut vraiment s'occuper des deux parties de ce problème. Et problème de santé publique aussi, parce que ça coûte un fric de dingue, comme dirait notre président, en examen inutile, en arrêt de travail, mais ne serait-ce qu'en ambulance, en VSL, en tout ce que vous voulez. Vous avez sans doute lu ce livre de la sociologue Lucille Pétavin, qui a écrit, c'était sa thèse et elle en a fait un livre, Le coût de la masculinité, ou le coût de la violence, j'ai oublié. Bref, elle a fait un calcul extrêmement précis où elle additionne combien coûte ceci, plus la prison. Mettre les agresseurs en prison, ça coûte extrêmement cher. La justice, la police, et le coût est faramineux. Si on prenait cet argent pour construire des unités de soins, des services de psychothérapie, des maisons des femmes, on ferait, alors à moyen terme, beaucoup d'économies.
Le problème du moyen terme, c'est que ça n'intéresse personne, et le long terme encore moins. Quand vous allez voir des politiques en disant « j'ai une idée, je pense que ça peut rendre service », évidemment, les résultats ne seront pas immédiats. On vous répond ah mais on n'a pas d'argent pour ça. Quand c'est l'ARS, alors elle n'est pas là, mais je l'aurais dit quand même, on vous répond ah mais ça c'est de la prévention, c'est pas nous. On n'a pas le bon tuyau pour apporter l'argent au bon endroit. Bref, j'ai entendu tout ça pendant plusieurs années, ça m'a un peu agacée. Et donc je vais juste vous raconter, et après on pourra échanger, qu'est-ce que j'ai fait avec toute cette expérience et cette petite idée qui m'avait traversé la tête un soir où je devais être fatiguée. Alors, c'était il y a presque 15 ans, donc c'était bien avant tout ça. Évidemment, tout ça, ça nous a aidés, parce que ça a mis notre engagement en lumière, alors que quand j'ai commencé à en parler, clairement, ça n'intéressait personne. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'époque, j'étais responsable de la maternité de Saint-Denis, et je me suis dit, il faut un parcours. Qui dit parcours dit un lieu. Je suis allée voir ma directrice de l'époque qui m'a dit oui, c'est super intéressant, mais il n'y a pas de place dans l'hôpital, on est plein comme un œuf. Et en plus, je vous arrête tout de suite, j'ai pas d'argent, je viens de faire reconstruire le bâtiment mère-enfant. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous donner, vous voyez, cette espèce de terrain vague là, parce que je pense que j'en ferai rien, donc je vous le donne. Merci madame. Et là, ma vie a basculé. Parce que si je voulais en faire quelque chose, il fallait que je construise un bâtiment là-dessus, il fallait que je trouve de l'argent, et ça, c'est pas mon métier. Et bon, en plus, moi, je suis praticien hospitalier dans un hôpital de la banlieue parisienne, donc je n'ai pas du tout de réseau particulier. Et donc, ça a été extrêmement compliqué et extrêmement chronophage. Mais, à un moment donné, les planètes se sont alignées quand même, et j'ai pu aller voir donc, des politiques, parce que ça commence toujours par ça, parfois bien reçu, parfois moins bien. J'ai eu quelques soutiens, le président du département, Stéphane Troussel, le futur maire de Saint-Denis, qui n'était pas encore maire, Mathieu Hanotin, et quelques villes qui ont accepté de me donner un peu d'argent. Mais avec tout ça, je n'allais pas aller bien loin, parce que construire un bâtiment, c'est minimum 500 000 euros. Donc je me suis dit, je vais aller chercher l'argent là où il est, et il est chez les riches. Et donc, il faut que j'appelle les riches. Moi, je ne les connaissais pas, les riches. Donc, je passe 300 coups de fil, 200 mails, rien. Parfois, j'ai des réponses un peu automatiques. Vous savez, il y avait déjà des chatbots à l'époque. Et notamment, on s'en est expliqué depuis, mais j'écris à L'Oréal et je reçois une très jolie réponse sur papier glacé. Chère madame, c'est formidable, mais nous ne nous occupons que du bien-être des femmes. Et donc ça m'a beaucoup énervée. Parce que et moi aussi, bref, depuis on s'est rattrapés, c'est devenu des potes. Mais je finis par, on était au cœur de l'été, trouver un être humain qui a bien voulu m'écouter. C'est Céline Bonner, qui est la présidente de la Fondation Kering, fondation de François-Henri Pinault, entièrement dédiée aux violences. Et de fil en aiguille, de fondation en fondation, chacune me présentant sa copine. Après, je vous passe les moments de désespoir, les moments où je leur dis « je vais vous rendre l'argent, je ne vais pas réussir ». On finit par d'abord poser la première pierre. Alors c'était une fausse première pierre, je vous donne des idées. Hein. J'avais pas assez d'argent, mais on pose quand même une première pierre avec le maire de Saint-Denis, avec beaucoup de gens. Et en fait, c'était les droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges dans un rouleau qu'on a enterré, je ne sais même plus où on l'a enterré. Mais ça permet à tous ces politiques de venir. Et Céline Bonner, donc de la Fondation Kering, se tourne vers Stéphane Troussel du département et lui dit « Nous mettons 75 000 euros sur la table, j'imagine que vous allez en faire autant. » Lui, il n'avait absolument pas prévu, mais il se sent un peu piégé, il y avait des journalistes, il dit « Bien sûr, madame ». Et c'est comme ça que tout démarre. Je vous passe les événements. 3 ans après, on a pu construire cette très très belle maison et qui, malheureusement, s'est avérée assez vite très petite. Parce qu'au début, moi, je ne savais pas si les femmes allaient venir, pas venir, combien. Je n'avais pas fait d'études de marché. Et très rapidement, alors il se fait qu'on a ouvert un été où c'était calme. Il n'y avait pas grand-chose dans l'actualité. Donc on a eu beaucoup de journalistes qu'on n'avait même pas invités, Paris Match, tout ça. Et il y a eu un bouche à oreille important. Et les femmes, en fait, se sont saisies de cette info et elles ont commencé à affluer. Et alors, juste pour finir avec l'histoire des sous et de l'architecture, 1 an après,
on était aux abois, parce qu'on s'asseyait quasiment sur les genoux les unes des autres, et il a fallu à nouveau s'agrandir. Et là, je me suis dit, mince, ça va être l'enfer. Eh bien, bonne nouvelle, l'argent appelle l'argent, on ne prête qu'aux riches. Et donc la deuxième fois, c'était beaucoup plus facile. Et petit indice, le directeur de l'ARS m'écrit, me dit, chère madame, nous avons trouvé 600 000 euros pour vous aider. J'aime autant vous dire qu'on a sablé le champagne. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus facile de s'agrandir que de démarrer. Mais c'est aussi parce qu'on était capable de dire, voilà ce qu'on fait. Voilà à quoi a servi votre investissement, voilà ce qui se passe dans notre maison. Donc on s'est agrandi, etc. Je vous raconterai la suite après. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En fait, j'avais identifié trois parcours de soins importants. Le premier, c'est la santé sexuelle. Non pas que toutes les femmes qui demandent une IVG soient victimes de violences, mais avoir besoin d'un avortement, d'une contraception en urgence, c'est quand même des moments de vulnérabilité. Et ne pas oublier qu'une demande d'IVG sur 3 est liée à de la violence dans le couple. Donc, c'est pas inutile. Et le fait de pouvoir aller parler de la violence qu'on subit dans un endroit où on peut vous écouter, eh bien, ça permet aussi de prendre les choses en charge. Et ce qui a été très intéressant d'avoir mis le planning ici, c'est que j'ai juste déménagé l'équipe du centre de planning et je l'ai déplacée. C'était les mêmes. On faisait 1000 avortements et on en faisait toujours 1000. Mais au bout de 6 mois, les conseillères conjugales m'ont dit « Écoute, on n'en peut plus ». Je dis « Mais pourquoi ? Vous faites le même travail, c'est quoi le problème ?» Ah non, mais avant, on faisait une IVG, au revoir madame, salut. Maintenant, c'est écrit partout, ici vous pouvez parler, ici on vous écoute, ici. Et alors elles veulent tout le temps nous parler, et elles reviennent, et on est épuisés. C'est intéressant quand même de montrer que quand un lieu aussi se montre prêt pour cette thématique, eh ben, les gens parlent. Donc on a mis le planning là. Ensuite, Saint-Denis, je vous ai dit, grosse migration d'Afrique du Sud. On avait fait un petit audit en salle de naissance. 14% des femmes avaient subi des mutilations sexuelles. Donc on s'est dit, bon, c'est quand même un sujet, ça va avec la violence. C'est une violence sexuelle faite aux enfants, stricto sensu. Et donc on s'est formé à la chirurgie de l'excision et on a créé aussi un parcours avec psychologue, sexologue, chirurgien, etc. pour les femmes mutilées. Et le troisième parcours, c'était les violences intrafamiliales, dans laquelle vous pouvez tout mettre, hein, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles, etc. Et évidemment, pour animer ces 3 parcours, il fallait beaucoup de professionnels. Et c'est ça qui coûte très cher. Mais on a rapidement vu que fonctionner comme ça, c'était très important pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient déjà sur place le trépied médico-psychosocial. Et on a rajouté des briques après, que je vais vous expliciter. Mais quand même, petit élément un peu perturbant dans notre vie, je vais au ministère de la Santé, je rencontre Marisol Touraine, je lui dis voilà ce que je fais, il me faut des sous. Elle me dit oui, c'est bien, je vais vous donner un peu d'argent. Et puis surtout, je vais vous envoyer l'IGAS. Et nous voilà avec 2 inspecteurs de l'IGAS sur le dos qui passaient beaucoup de temps chez nous. Au début, pas bienveillants, très suspicieux, mais bon, c'est leur métier, hein. Et puis au fur et à mesure du temps, on les voyait s'adoucir, s'intéresser vraiment à ce qu'on faisait. Ils ont demandé à aller dans des groupes de parole, assister à des consultations. Ce qui fait qu'à la fin, ils ont produit un rapport extrêmement positif pour nous, qui, je pense, a changé aussi un petit peu l'approche gouvernementale sur cette question, parce que leur rapport disait « cet endroit fait du bon boulot, il faut le dupliquer ». Alors attention, pas copier-coller, les territoires ne sont pas les mêmes, je pense que dans le Jura il n'y a pas 14% de femmes excisées, mais chaque territoire a ses spécificités, il faut y répondre. Deuxièmement, il faut que le gouvernement finance, et c'est là qu'ils ont posé cette idée de MIG, mission d'intérêt général, qui est la manière qu'a le ministère de la Santé de donner de l'argent lorsque la facturation en T2A ne suffit pas. Or, la facturation en T2A, quand vous n'avez pas d'actes chirurgicaux, eh ben, elle ne suffit pas. Et si vous avez besoin de beaucoup de secrétaires, de psychologues et tout ça, elles ne sont pas remboursées par la Sécu. Pour le moment, ce sont les mécènes qui me la payent parce que la MIG a été votée au moment du Grenelle des violences, mais elle est d'en moyenne 160 000 € par structure, ce qui ne suffit pas. Mais quand même, c'était une belle victoire politique. On a eu beaucoup de mal à faire valider cette MIG parce que Madame Buzyn, qui était ministre à ce moment-là, n'en voulait pas. Elle ne voulait plus de MIG d'ailleurs. Et il y a eu une belle coalition de députés, et merci Madame pour votre engagement,
qui nous a permis d'obtenir ce vote de haute lutte. C'est la mesure 13 du Grenelle. Et la troisième chose qu'ont dit nos super inspecteurs, c'est il faut que la Haute Autorité de Santé se saisisse de cette question parce qu'il n'y a aucune recommandation officielle. Et là aussi, il a fallu que nous allions à l'HAS leur dire, voilà, c'est écrit, il faut faire un groupe de travail, moyennant quoi ils l'ont fait, ils ont publié des recommandations, et qui sont aujourd'hui, qui servent quand même un peu de référence pour tous les professionnels de premier recours. Donc ça a été quand même une très très belle aventure. Et si ça vous intéresse, il y a un film qui vient d'être tourné, qui s'appelle La Maison des Femmes, qui va sortir le 12 novembre, avec des actrices incroyables comme Karine Viard, Laetitia Doche, etc., et qui raconte toute cette aventure. Et je l'ai vu en avant-première, il est trop mignon. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on fait aussi? On a des groupes de parole, et ça, on voit que l'impact sur les femmes est quand même assez puissant. Alors je ne sais pas si on a le son, non, on n'a pas. Tant pis, je voulais vous faire entendre les groupes de parole des femmes excisées, parce que c'est un groupe de parole tout à fait incroyable. Les femmes viennent parce qu'elles ont subi l'excision, qu'elles envisagent peut-être de se faire opérer ou pas, et on les réunit. Et ce sont des groupes que j'animais avec un anthropologue qui connaît très bien l'Afrique subsaharienne. Et au début, on parle de l'excision, elles racontent leur histoire, et en fait, à la fin, on parle du continuum des violences. Parce que, pourquoi c'est intéressant l'excision? L'excision, c'est une violence extrême faite sur le corps des femmes, dont l'objectif est très clair. Tu n'auras pas de plaisir, parce que tu ne le mérites pas, c'est réservé aux hommes. Et en fait, ces femmes-là, elles commencent par subir l'excision, et puis ensuite, elles ont tout le reste du panel. Les violences sexuelles intrafamiliales, là-bas, c'est banal, c'est comme ça, c'est le destin des femmes. Ensuite, elles sont mariées très jeunes, de force, parce qu'elles n'ont pas choisi leur conjoint, souvent avec quelqu'un de plus âgé. Elles sont souvent la troisième épouse, et donc elles ont maltraité par les premières épouses qui ne sont pas contentes d'avoir une petite jeune. Et puis ensuite, elles ne veulent pas coucher, et donc violence conjugale, et puis viol conjugal. Et puis quand elles en ont marre, elles prennent la route, et puis alors violence sur le parcours migratoire, et puis violence administrative, et tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement symbolique de la violence, il y a tout. Et ces groupes se terminent en fait dans la joie. Les filles se disent, bon ben alors, on va prendre le pouvoir, on va essayer de faire changer nos gouvernements, on va s'unir, on va militer, et pour nous, c'est des moments de très grande satisfaction. Donc on met tout ça en place, et puis je vais à Bruxelles, et je rencontre dans un dîner le chef de la police belge qui me dit, oui, moi je vais former tous mes enquêteurs là à l'écoute des violences sexuelles, parce que on va faire comme vous, on va ouvrir une maison des femmes pour spécialement les violences sexuelles. Et je me dis, mais ça c'est génial. Donc je reviens à Saint-Denis, je rencontre le commissaire principal, je dis, voilà, votre copain à Bruxelles, il fait ça. Ils se mettent en lien et on monte une formation supplémentaire pour les policiers du territoire. Ils sont a priori formés, mais c'est bien d'en remettre une couche. Donc 3 jours de plus. Et nous animons une des journées, et puis ils viennent visiter la Maison des Femmes, et puis ils acceptent de prendre une journée de permanence. Donc tous les mercredis, il y a un policier formé et volontaire, il n'est pas bénévole, il est payé, mais il est volontaire pour venir travailler là. Et les policiers, ils adorent. Parce que d'abord c'est un bel endroit, puis qu'on est tous super sympas, et puis qu'on leur apporte des gâteaux, du café. Mais ça compte. Et surtout, c'est qu'ils ont des rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au commissariat avec tiens, voilà une garde à vue, là c'est vol à l'arrache. Ils ont que ça. Et on met maximum 3 personnes dans la journée. Donc ils ont tout leur temps. Et quand je discute avec le commissaire, il me dit oui, je sais, ça coûte cher, mais c'est du bon boulot. Et tant qu'il me dit ça, ça va. J'ai vu parfois un dépôt de plainte pour viol durer 7 heures. Donc c'est pas du luxe en fait. Et le faire dans ces conditions, les policiers sont contents et les femmes, on leur passe un petit questionnaire. 99% disent si ça n'avait pas été là, j'aurais pas déposé plainte. Donc cette plainte hors les murs, qui est une des premières, c'était bien avant que Dupond-Moretti n'ait cette idée, elle fonctionne très bien dans ces structures. Ensuite, on a rajouté une permanence administrative, parce qu'on avait beaucoup de femmes complètement paumées avec leurs papiers, parfois évidemment non francophones, mais parfois quand même, les aider à mettre en forme leur CV, les accompagner pour changer de banque et créer un compte en banque que leur mari ne connaît pas,
leurs interactions avec la Sécu, etc. Donc tout ça est très utile. Et là, c'est une bande de bénévoles qui se succèdent 2 fois par mois pour faire ça. Aussi, par exemple, tous ces hommes qui mettent des traceurs dans les téléphones de leurs femmes, ça c'est extrêmement important de les aider à comprendre que non, leur mari n'est pas extra-lucide, il ne lit pas dans leur tête. Et s'il était à la sortie de l'école le jour où elles avaient rendez-vous avec la maîtresse, c'est parce que tout simplement, il la suivait à la trace. Et donc les aider à changer de téléphone, à se débarrasser de tout ça. Donc ce que fait cette permanence. Et puis après, on a, est-ce que c'est ça? Non. On a la permanence juridique. Donc là, ce sont des avocats et des juristes bénévoles qui viennent 3 fois par mois recevoir les dossiers, commencer à les traiter, demander l'aide juridictionnelle quand c'est possible, et surtout orienter les patientes vers le bon avocat. Parce qu'on ne peut pas avoir à chaque permanence un spécialiste du droit de la famille, un spécialiste du droit du travail, un spécialiste des étrangers. Donc on a plusieurs avocats et on leur oriente les dossiers autant que de besoin. Et on a été aidé longtemps par AXA, qui nous donnait aussi de l'argent pour pouvoir, quand il y avait un gros dossier à prendre en charge, qu'on puisse dédommager certains avocats. Et puis, les psychologues m'ont alertée en me disant « mais tu te rends pas compte, les femmes elles viennent avec leurs enfants, les enfants ils s'assoient sur mes genoux, ils me pissent dessus, ils se tapent la tête contre le mur, ils vont très mal. » Ok. Et il n'y a pas d'UAPED à Saint-Denis, donc on a créé une petite consultation avec des pédiatres et une pédopsychologue pour accueillir les enfants, aplanir les choses, comprendre le problème et les orienter parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Et là, vous voyez, c'est notre petite crèche. On a bénéficié d'un mécène qui nous a payé une auxiliaire de puériculture qui accueille les enfants pendant que les mamans vont en consultation, font du karaté, du théâtre ou tout ça. On a eu envie, parce qu'on a pas mal d'adolescentes et que moi, dans ma pratique gynécologique, j'avais une consultation d'adolescentes parce que j'aime bien ça. On avait beaucoup de très jeunes femmes victimes de violences intrafamiliales ou d'inceste et pour lesquelles on avait envie de les sortir un peu de leur famille. Il y a déjà un modèle comme ça à Paris qui s'appelle Le Fit, une femme, un toit, et j'ai voulu dupliquer, donc on a dupliqué. On s'est d'abord installé dans un hôtel qui s'appelait le Montpellier, c'est pour ça qu'on s'appelle maintenant Montpellier. Et ce qui est chouette, c'est que justement, en accueillant donc ces femmes 18 à 25 ans, sans enfants, c'est la règle, mais victimes de violences, avec un accompagnement socio-éducatif très important, parce qu'on a plusieurs éducatrices, une psychologue, un médecin généraliste qui fait aussi des accompagnements bénévoles, une directrice, et puis plein d'autres choses, eh bien, on voit qu'on arrive à sortir ces gamines de la violence. Parfois, elles reprennent des études, certaines ont passé leur bac, certaines font une école d'infirmière, d'autres un CAP de cuisine. Enfin, c'est assez plaisant d'arriver à les sortir de leurs soucis. Et puis, dernière chose qu'on a faite, donc je vous l'ai dit, je suis gynéco, on faisait pas mal d'avortements à des jeunes femmes qui disaient ouais, c'est un viol. Et on leur disait, bah, faut déposer plainte. Ah non, non, je veux pas. Et pourquoi? D'abord, vous le savez, il y a cette idée qu'on est forcément mal accueilli dans les commissariats, que forcément on va vous demander si vous l'avez pas un peu cherché, si vous avez vraiment dit non, si vous n'aviez pas bu, si vous n'aviez pas un string, et qu'elles n'ont pas envie. Mais aussi, il y a toute la question familiale. Mes parents ne savent pas que je sors, mes parents m'ont interdit d'aller en boîte. Si je leur dis que j'ai été violée, ben, ils sauront que je ne fais pas exactement ce qu'ils veulent. Il n'en est pas question. Et moi, ça m'arrachait le cœur de jeter ces fœtus, parce que ben, l'ADN, c'est quand même la meilleure preuve. Et donc, on a commencé, mais un petit peu en douce, à congeler les fœtus. On n'était pas sûr que ça serve, mais ça nous rassurait. Et on s'est signé aux femmes. Moi, je sais que mon fœtus est congelé, que je peux changer d'avis si je veux déposer plainte. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on vienne nous dire après, bah, c'est pas validé. Donc, qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment le fœtus de madame, il n'y a pas de scellé, etc. Donc, on a eu un gros travail de plaidoyer auprès du procureur pour arriver à signer une convention où c'est écrit qu'on a le droit de conserver ces preuves-là. Et on l'a élargi sur le modèle belge à cette unité qui s'appelle Coralis, parce que la policière avec laquelle j'ai fait ça s'appelle Coralie. Et après, on a essayé d'inventer un truc qui rentrait dedans, donc c'est Centre opérationnel de résilience et d'accompagnement des victimes. Le concept, c'est vous avez subi un viol ou une agression sexuelle, mais c'est plus souvent un viol, vous ne voulez pas aller déposer plainte, vous êtes terrorisé, ben, en fait, les professionnels de santé sont probablement vos meilleurs amis.
Donc venez, nous allons vous examiner, nous allons faire tous les prélèvements qu'il faut, nous allons vous donner de nouveaux habits et garder vos vieux habits. Et surtout, ne vous changez pas avant, ne prenez pas de douche, mais vous pourrez prendre une douche chez nous. Si vous voulez déposer plainte, on appelle les policiers, ils viennent. Et si vous ne voulez pas, on congèle tout pendant 3 ans, on garde vos habits dans un sac en papier craft, parce que le plastique, ça dénature l'ADN, et voilà. Certaines commencent à revenir aujourd'hui, 6 mois, 1 an après, en disant j'ai réfléchi, et maintenant je suis prête à déposer plainte. Donc cette petite chose en plus nous semble extrêmement importante, et de nature probablement à rassurer les femmes qui n'osent pas déposer plainte. Alors ça, c'est un petit peu la liste de tous les ateliers qu'on propose. Et pour nous, les ateliers, c'est comme des soins, c'est-à-dire que ça vient en renfort de la psychothérapie et de tout. Il y a des femmes pour lesquelles aller à l'atelier théâtre, hurler, jouer un rôle leur a fait un bien fou. Et elle dit, ça m'a été beaucoup plus bénéfique que mes 20 séances de psycho, mais pourquoi pas que chacune trouve ce dont elle a besoin. On fait beaucoup d'éducation, on va dans les lycées, les collèges, on fait les fameuses séances des VARS. On va dans les entreprises, on fait de la sensibilisation en entreprise aussi, avec deux objectifs bien sûr, sensibiliser tout le monde et puis espérer avoir un petit chèque après, parce qu'on est très vénal. Et puis on essaie d'agir aussi au niveau politique. Par exemple, on s'est beaucoup battu pour l'allongement du délai d'IVG de 15 jours. Parce que d'abord, on était en plein Covid et qu'on savait que les femmes n'allaient pas venir tout de suite et que quand elles viendraient, il serait trop tard. Ça nous a vraiment galvanisés. Et puis, moi, j'en avais marre d'envoyer des gamines en Hollande alors qu'elles n'avaient pas de papier, pas d'argent. Bref, et depuis que l'allongement a été voté, on a beaucoup moins de femmes en dehors des délais légaux. Et ça, je trouve que c'est quand même un chouette boulot. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les femmes qui sont en dehors des délais légaux, ce n'est pas des femmes qui sont allées faire les soldes ou le tour du Mexique en se disant j'avorterai après. C'est des femmes pour lesquelles la question a été extrêmement violente, le conjoint n'était pas d'accord, ou bien, je crois que vous allez en reparler après, donc je ne vais pas déflorer le sujet, mais la grossesse, c'est un moment où les violences physiques se déchaînent, alors qu'avant, il n'y avait que des violences psychologiques. Et donc les femmes en général se disent « Ah, je vais attendre un peu, là il a l'air énervé ». J'attends un peu, ça ne s'arrange pas. Et à un moment, elles se disent « Ah, mais je ne vais pas faire un enfant avec cet homme qui me violente. Et là, j'en prends pour toute ma vie. » Et donc, elles viennent demander à avorter. Et souvent, il est trop tard. Donc, c'est pour ces femmes-là qu'on s'était battu. On a fait des podcasts pas mal, réparer les violences. On a fait des campagnes pour sensibiliser les auteurs. Enfin, voilà, on s'amuse un peu. Et puis, très rapidement, des gens sont venus vers nous pour nous dire comment vous avez fait, on aimerait bien faire la même chose. Et donc on s'est senti obligés déjà d'accompagner sur le plan méthodologique, de partager nos process, nos fiches de poste, etc. Donc ça c'était plutôt sympa. Et puis les mécènes dont je vous ai parlé, on en a quelques-uns qui sont quand même des gros. On a Accor, AXA, Kering, L'Oréal. Et eux ils nous ont dit c'est super ce que vous faites. Et en fait on a envie de vous accompagner dans le déploiement. Et petite guerre d'ego qui nous a bien servi. François-Henri Pinault a dit « Je mets 5 millions sur la table pour la duplication ». Donc on s'est senti un peu responsable des 5 millions. Et il a dit ça en public au Forum Génération Égalité dans le Louvre. Et là, M. Bazin, PDG d'Accor, a dû se dire « Moi aussi, elle est grosse la mienne », s'est levé. Il a dit « Je mets 5 millions sur la table ». C'était hilarant. Et donc on avait 10 millions, et avec ces 10 millions, et d'autres, puisque L'Oréal et d'autres ont mis au pot, on est aujourd'hui 30 maisons des femmes de Rennes à Marseille, à Reims, à Rouen, un peu partout. On n'est pas encore à une maison des femmes par département, comme l'ont souhaité Madame Borne, puis Monsieur Barnier, puis vous-même, mais on ne désespère pas. Et cette année, on a changé d'identité. Avant, on était la Maison des femmes de Saint-Denis, mais aujourd'hui, ça ne fait plus sens. On est Maison des femmes Restart. Il y a un S, ça veut dire qu'on accompagne toutes les maisons, et Restart, c'est notre petit nom pour dire renaître, parce que c'est un peu ce que nous renvoient les femmes. Beaucoup disent je suis née une deuxième fois ici. Et c'est important de rajouter Restart parce qu'il y a beaucoup de structures qui s'appellent Maison des femmes. Nous, on est très, très humbles, hein, on est soignants, on ne sait rien faire d'autre. Et toutes ces structures sont dans des lieux de soins. Hôpitaux, cliniques, c'est rare les cliniques, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, ça, mais certaines ont envie. Et donc, on accompagne tout le monde. On essaie de trouver des sous pour tout le monde, on fait des formations, on fabrique des outils. Quelqu'un m'a parlé du film
qu'a fait Mylan Chapiron sur le corps pour les enfants. C'est un outil on a financé. Voilà, on fait des choses comme ça qui nous semblent utiles. On fait beaucoup d'actions de plaidoyer. Notre action de plaidoyer, on a 2 actions en ce moment. D'abord, l'anonymisation avec la CEPAM, parce que quand les femmes sont sur la sécu de leur mari, c'est compliqué. Donc ça, c'est un gros boulot. Et la deuxième chose, c'est la prise en charge des consultations de psycho, parce que ça n'est pas remboursé par la Sécu. Pour le moment, c'est le mécénat qui paye ça et c'est pas normal. Et ce qu'on voudrait, c'est que, comme dans le civil, avec le parcours Mon Psy, on rembourse ça, et ben ça soit aussi remboursé dans les maisons des femmes. On est en lien avec Marguerite Cazeneuve et on essaie d'avancer là-dessus. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Athènes, pour ce témoignage. Quand on pense que c'était en 2013 le début de cette aventure, ce que vous avez dit là, et l'humilité et la force qui se dégagent de votre témoignage est vraiment très fort. Merci beaucoup pour ça. On vous l'a dit tout à l'heure, à vous la parole. Il nous reste 15-20 minutes pour pouvoir poser les questions que vous souhaitez. Est-ce que déjà il y a des choses qui ont fait écho dans la salle, à des expériences, à des tentatives, à peut-être aussi un témoignage de travail et de professionnel, puisque vous êtes des professionnels de la santé, mais aussi du social cet après-midi dans la salle. C'est le moment où vous avez le droit, timidement, mais sûrement, de lever la main vers le ciel. Pourquoi timidement? Timidement, parce que c'est la première fois qu'on pose une question. Moi, j'en ai une. Comment on fait pour dupliquer tout ce travail-là dans le Jura? On l'a vu tout à l'heure, il y a une force de persuasion, vous avez des acteurs engagés. Moi j'ai retenu, il faut un terrain vague, il faut des mécènes, et il faut piéger le président du conseil départemental peut-être, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux acteurs jurassiens qui sont présents aujourd'hui pour mener à bien toute cette action que vous avez entreprise depuis une quinzaine d'années? Alors un terrain vague, pas forcément, parce qu'il y a des hôpitaux qui ferment des lits, par exemple. Là, j'ai visité la semaine dernière la Maison de la Résilience. À Nancy, c'est une espèce de maison des femmes dédiée aux violences sexuelles. Et en fait, il y avait un étage vide de l'hôpital de jour de je sais pas quoi, et la professeure de psychiatrie s'en est saisie et l'a transformée en une maison des femmes de la résilience. Donc il n'y a pas forcément besoin de construire un bâtiment, ça coûte moins cher de rénover. Donc si vous avez des espaces, évidemment il faut se jeter dessus. Nous, notre modèle, on le veut dans un établissement de santé. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet par exemple aux professionnels d'exercer. Un gynéco, par exemple, il n'a peut-être pas envie de faire de la violence 5 jours sur 7. Il peut être à la maternité 2 jours et à la maison des femmes 3 jours, ou le contraire. On a accès au laboratoire, on a accès aux examens radiologiques, on a accès au laboratoire d'anapathe pour congeler les IVG. On a accès à plein de choses. Et puis, on a aussi accès aux autres spécialités. Et par exemple, si une femme enceinte est victime de violence, moi je peux la faire hospitaliser en maternité quelques jours pour la mettre à l'abri, pour qu'elle souffle, pour appeler la police. Donc voilà, on croit beaucoup au modèle hospitalier. Après, il n'y a pas un hôpital dans chaque petite ville de France, donc ça ne va pas marcher. Et notre discussion aujourd'hui avec la DGOS et avec le ministère de la Santé, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les zones plus rurales, dans les zones où on ne peut pas avoir un gynéco, un psychiatre, un légiste disponible H24. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et l'ONS, et probablement, je vais m'appuyer sur votre modèle pour dire, voilà, l'ONS, il y a l'ingrédient le plus important, c'est l'engagement des professionnels. Et ça, vous l'avez. Et c'est remarquable. Parce que s'il n'y a pas de locomotive, s'il n'y a pas d'envie, en fait, il ne se passe rien. C'est quand même une forme militante de médecine. Donc, il faut le vouloir. Et ça, c'est la base. Après, il faut de l'argent. Mais l'argent, l'expérience montre que avec un peu d'acharnement, on finit par y arriver. Les choses, par exemple, qu'on met à la disposition de notre réseau, ce sont des petits séminaires de partage. On a invité une femme dont j'ai oublié le nom, mais qui a créé les fonds de dotation de l'assistance publique. Elle est la première à avoir fait rentrer l'argent privé dans l'hôpital. Elle a une expertise folle, donc on a invité tous les gens des 30 maisons des femmes à venir passer une journée avec elle. Elle leur a partagé ses tips, son expérience, etc. Donc l'argent, ça se résout. Même si aujourd'hui, dès qu'on demande de l'argent, on nous répond on doit faire 8 milliards d'économies. Et ensuite, il faut un réseau. Parce que plus on est petit, et plus il faut s'appuyer sur tous les autres
Je pense que ça serait difficile d'avoir une permanence juridique et d'avocat, mais il y a le CIDFF, mais il y a plein d'autres gens. Donc voilà, travailler le réseau, avoir des professionnels engagés et un petit peu d'audace et accepter de sortir des clous. Parce que tant qu'on veut vous remettre dans les clous, nous les professionnels de santé, on nous dit tu peux pas faire ça, ça n'a jamais été fait, tu peux pas faire ça, il n'y a pas d'argent, tu peux pas. Bah non, faire. De l'audace et du réseau et 160 personnes cet après-midi. Ah bah, C'est c'est déjà un bon début. Premier réseau. Et je peux vous, juste une consigne, si vous pouvez vous présenter votre structure et qui vous êtes avec une question derrière, s'il vous plaît. Je m'appelle Nathalie Gavoil, je suis maire d'une petite commune rurale. Vous venez de dire, ça m'intéresse beaucoup. Je suis aussi pour les associations de maires, donc l'AMRF et l'AMF, où je suis référente départementale pour le département, moi, du 21. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ruralité, on manque de structure, justement, c'est un petit peu éloigné, d'où mon intérêt aussi, et pas que, mais pour agir comme ça. Et je me suis engagée dans l'association de soutien de la Maison des Femmes du 21, qui vient d'ouvrir. Et c'est un combat assez compliqué, difficile, mais moi l'intérêt que j'y voyais dans la ruralité, c'est que le parcours de la victime, déjà la mobilité, elle en manque. Quand il faut aller se balader à là, écoutez, souvent elles font demi-tour. C'est trop dur à assumer. Et bien une Maison des Femmes, c'était avoir un lieu central, pluridisciplinaire, et puis d'avoir tous les soutiens possibles à cet endroit-là. Voilà, et pour ça, je vous dis un grand merci parce que vous l'avez innové, mais vous avez aussi fait d'autres personnes autour de tout ça. Voilà. Donc ma question, c'était, c'est encore difficile. On a vu, nous, pour le parcours, et trouver les financements, trouver tout ça, c'est encore difficile. Et puis, comme vous le disiez, les remboursements des psys qui ne sont pas encore actuels, et on sait très bien que parcours d'une femme qui a subi des violences, c'est d'abord on l'écoute, on la croit, prend en charge, mais derrière, qu'est-ce qui se passe après aussi? Et c'est un long parcours et il y a encore beaucoup de choses à faire là. Voilà. Merci pour votre témoignage. Alors, si on arrive à obtenir le remboursement des psys, il sera valable pour tout le monde. C'est aussi ce qui fait notre force, c'est qu'on se bat au nom des 25 000 femmes accueillies dans tous les lieux. J'ai pas vu d'autres mains se lever. Jean, tu... Ah si, merci beaucoup. C'est pas obligé, hein. C'est incité. Bonjour, alors Alexia Leher, je suis la coordinatrice de la CPTS de la Bresse-Bourguignonne, donc on est les voisins du bassin lédonien. Alors je trouve le dispositif génial, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez un cahier des charges qui pourrait nous aider, nous, alors parce que j'imagine que l'once sortant de Saint-Denis et la ruralité, nous, notre plus grosse commune, c'est Louhans, c'est 7000 habitants, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ruralité. Et alors, clairement, on ne mettra pas un dispositif en place comme ça sur un secteur comme Louhans, en tout cas pas sur du 7 jours sur 7, ni du 5 jours par semaine. Par contre, au format permanence, pourquoi pas. Maintenant, plutôt que de partir de zéro, puisque c'est de toute évidence quelque chose qui fonctionne chez vous, est-ce que vous avez un cahier des charges qui pourrait nous aiguiller, peut-être même pour le mettre en place de façon un petit peu ponctuelle sur nos territoires? Tout à fait. C'est ce cahier des charges qu'on partage avec les équipes. Et en fait, l'ARS a produit 2 cahiers des charges, un en 2021 et un en 2023, elle l'a actualisé, qui est issu de notre cahier des charges. Donc vous pouvez aussi trouver des guidelines sur le site de l'ARS. Après, oui, dans les petites communes, en fait, l'idée qu'on a, mais qu'il faut qu'on valide, c'est peut-être une maison mère et des allées verts ou des permanences. Moi, je prends toujours l'exemple des maternités. On a fermé beaucoup de maternités en France, mais on n'a pas besoin d'avoir une maternité tous les 3 mètres, parce que quand on fait 12 accouchements par an, on n'est pas très bon. En revanche, maintenir une consultation de suivi des femmes enceintes, etc., c'est très important. Et puis, il y a des grosses maternités qui sont très équipées. En plus, quand on manque de professionnels, les listes de garde, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Donc, en m'inspirant un petit peu de ce modèle, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à inventer pour aller vers le plus isolé possible. Après, de façon très récente, il y a les centres de périnatalité, il me semble. Oui, c'est ça. Qui a
qui avait ouvert quand les maternités avaient fermé. Ça serait alors nous on n'en a pas, mais ça serait un joli support pour pouvoir aller implanter en plus dans la ruralité vos... Absolument. Merci pour ces interventions. Oui, Laurie Lebrina qui au premier rang qui interviendra aussi également dans la première table. Pendant votre présentation, vous avez parlé de la prise en charge des agresseurs. C'est pas une des missions des maisons des femmes, et je trouve que c'est une bonne chose de séparer les choses. Mais du coup, est-ce que vous avez un réseau particulier quand elles portent plainte et quand il faut prendre en charge aussi les agresseurs qui sont en face d'elles, ou c'est pas du tout une des missions de la maison des femmes et c'est pas, vous prenez pas ça en charge? Alors non, on ne prend pas ça en charge. On intervient parfois en prison, on intervient parfois dans les semaines de probation. Et c'est là où on voit combien c'est compliqué de changer le cerveau d'un agresseur. Il y a un psychologue américain qui a écrit un livre extrêmement déprimant, très très épais comme ça, où il explique par A plus B que en fait, on n'y arrive pratiquement jamais. Et ça, moi, ce livre m'a glacée, mais je crains qu'il n'ait vraiment raison. Et c'est aussi pour ça qu'on est très engagé dans la petite enfance. Parce qu'en fait, c'est avant qu'il va falloir s'occuper du problème, une fois qu'ils sont convaincus que le monde est comme ils pensent et que c'est leur femme qui est violente et qui les pousse à faire des trucs, c'est foutu. Il y a les Family Justice Centers, qui sont des espèces de maisons des femmes, mais sans le soin, mais avec beaucoup de juristes, sociaux, hébergements, etc. C'est un modèle qui est né à San Diego, aux États-Unis, et qui maintenant a diffusé en Europe. Alors en France, il n'y a pas vraiment de famille, on est affiliés. Eux, ils font et la victime et l'agresseur. C'est pas inintéressant, ça peut paraître choquant pour nous. Alors c'est pas les mêmes professionnels qui prennent en charge les deux. Mais quand même, il faut faire des choses. Parce que moi, quand j'entends des associations dire on va quand même pas dépenser des sous pour ces salopards, je m'étrangle parce que ces salopards, en fait, si tu t'en occupes pas, ils vont te tuer. Et à Genève, dans le département de la violence, alors ils font pas les IVG, ils font pas les mutilations, mais c'est pareil, ils s'occupent de madame et de monsieur, de parcours bien fléchés, ils se croisent jamais, mais au moins on traite la violence dans toutes ses composantes. Je sais pas ce qui est bien, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse pour aller plus loin, parce que la prison, clairement, ça n'a jamais guéri personne de la violence, bien au contraire, il faut qu'on invente autre chose. Merci. On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui. Ou un café. Au deuxième rang, ou un café, ou un verre d'eau vu la chaleur, mais c'est au choix de chacun, chacune. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Stéphanie Deblair, donc la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Je vais juste apporter une précision par rapport à la prise en charge des auteurs. Il existe des dispositifs de prise en charge des auteurs qui sont les centres, les CPCA, centres de prise en charge pour auteurs, et il se trouve qu'il y en a dans le Jura, donc nous ne sommes pas totalement démunis, et nous avons une UAPED. Je sais. Donc les centres de prise en charge pour auteurs, donc c'est porté par l'association Saint-Michel-le-Haut. Il y a 3 places qui sont régulièrement utilisées par la justice sur Dole, mais surtout il y a un certain nombre de prises en charge qui sont possibles pour les auteurs aussi volontaires, pas nécessairement des orientations de justice, avec des permanences qui sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire, Lons-le-Saunier, Saint-Claude. En tout cas, ils sont en train de diversifier l'activité. Donc moi, je vous propose, via la CPTS, de vous transmettre le flyer à l'ensemble des participants pour que vous connaissiez cette ressource et que vous soyez en capacité de la solliciter. C'est porté par une psychologue et une assistante sociale. Et j'entends ce que vous dites par rapport à ce grand psychologue américain, mais on a eu aussi de belles surprises sur la prise en charge. Oui, et puis il y a la maison des Rossetti dans le Nord, où le procureur qui l'a initié explique qu'il a 30% de récidive en moins. Il y a des choses qui semblent fonctionner, mais globalement, quand même, la situation est un peu désespérante. Il y a une particularité, on est en train de faire les premières évaluations de ces dispositifs. Celui du Jura a été quand même labellisé, il a eu un label SPIP pour ses bons résultats. Mais on s'est aperçu que nombre d'auteurs pour lesquels ça fonctionnait étaient parents. Il y avait un lien sans très surprise, fort à la parentalité. C'est bien. Merci beaucoup. Bon, je crois. Je Ah crois que si, vous avez une dernière question là. Si. Jean Lambert qui... voilà.
C'est le Uber du micro. On vous écoute, on vous écoute. Émilie Chor, je suis psychologue au CHS Saint-Élie-Jura. Pour la prise en charge des auteurs, je précise qu'on a depuis 20 ans des groupes de parole au CLP pour des auteurs de violence et on travaille énormément avec le CRIAF de Franche-Comté et donc on a quand même d'assez bons résultats. Voilà. Et on travaille notamment sur la prise en charge du psychotraumatisme chez les auteurs. Ben, bravo. Et je crois justement que vous allez avoir l'occasion d'en parler puisque vous êtes saisi du micro et vous intervenez sur la prochaine table ronde, la prochaine séquence. Docteur Athème, merci beaucoup. Merci à vous. On peut l'applaudir encore une fois Merci. pour cette expérience. On vous laisse gagner la salle.